Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la 4e et dernière session de notre webinaire Architecture et Middleware pour les produits safe et secure. Donc, série que nous avons organisée depuis maintenant début avril autour de la convergence entre la sûreté et la sécurité dans l'embarqué. Donc avant de laisser la parole à Frédéric, qui est le présentateur de cette session, je vais juste vous communiquer quelques aspects techniques. Tout d'abord, le webinaire est enregistré afin de vous transmettre la JLDO ultérieurement. Et donc, afin d'éviter tout bruit de fond, tous les participants sont en mode écoute seul. En revanche, si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les rédiger dans la partie de chat que vous devez avoir sur le tableau de bord et Frédéric se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la session. Donc voilà pour ma part, je vous souhaite une bonne présentation et n'hésitez pas à poser des questions. Merci Amélie. Donc, je me permets également de vous dire bonjour et de vous accueillir sur cette dernière session du webinaire sur la convergence entre la sûreté et la sécurité dans le domaine de l'embarqué. Avant de commencer, cette session est relativement longue, il y a beaucoup de choses à présenter. Je vais faire de mon mieux pour respecter le délai qu'on a spécifié dans les différents communiqués. Je sais d'ores et déjà que j'ai quand même dépassé un petit peu, donc j'espère que vous aurez bien la gentillesse de, de m'en excuser. Et également, cette présentation se veut relativement exhaustive, mais là aussi, pour ne pas être trop long, tous les points que je vais aborder sont en but vraiment d'introduction et la dernière partie des questions-réponses est là justement pour vous donner des détails que vous souhaiterez avoir. Donc cette session, comme le disait Amélie, s'inscrit dans une série de quatre webinaires qui traitaient de la safety et de la cybersécurité. Les trois premières étaient plutôt axées, on va dire, qualité logicielle. Celle-ci va traiter cette fois-ci plus de comment implémenter la sécurité dans l'équipement qu'on est en train de réaliser. Donc plutôt côté développement, mais comme vous verrez, on va garder quand même le fil conducteur un petit peu des trois sessions précédentes. Avant de démarrer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou qui n'auraient pas suivi les premiers webinaires, je suis Frédéric Maraval, je suis responsable au sein de la BU temps réel, outils de développement temps réel et qualité logicielle, je suis responsable produit. Notre société est une société qui a été créée en 91, qui fait partie d'un groupe industriel français qui s'appelle le groupe ICE, et notre activité est la distribution d'outils de développement, de tests, de validation pour les logiciels embarqués. On a un focus très fort sur la partie logicielle, bien qu'on a une partie matérielle également dans les autres départements. Et toute cette partie de distribution de solutions est fédérée par du service qui va de la formation sur les différentes technologies sur lesquelles nous intervenons, à de l'accompagnement sur le développement jusqu'à éventuellement la certification, et également des activités soit de développement, soit de test pour nos clients. Alors, comment va se dérouler cette dernière session? Je vais faire comme pour les précédents, un résumé de ce qu'on a vu la fois précédente. Je vais également, comme ce webinaire se veut être un petit peu la conclusion de l'ensemble de cette présentation sur la safety et la cyber, je vais faire quelques rappels et redonner quelques fils conducteurs qui vont être importants aussi pour la présentation des deux autres parties, c'est-à-dire la partie protection du device et architecture. Et enfin, on fera une petite conclusion et on passera à la partie questions-réponses.
Donc sur le webinaire précédent, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, on a traité de la partie test et plus précisément test dynamique. Ces tests ne venant pas, je dirais, de nulle part et juste pour le plaisir de faire des tests, mais sont des directives ou des bonnes pratiques qui sont préconisées dans les divers standards de cybersécurité qui existent, standards ou référentiels. Comme on a vu précédemment, il n'y a pas encore réellement de normes en tant que telles, comme on peut avoir en safety, bien que dans certains métiers, il y a des choses qui sont, je dirais, statuées et spécifiées et exigées. Mais les différents standards comme celui de l'ANSI, l'ISA Secure dont on va beaucoup parler aujourd'hui et les différents autres référentiels, préconisent tous, voire dans certains cas exigent de faire du test et du test dynamique. Alors par test dynamique, qu'est-ce qu'on entendait par là? Les gens qui sont dans le développement d'applications critiques et dans la safety vont pas être dépaysés parce qu'en cybersécurité, on a la même démarche, juste je dirais une application légèrement différente. Donc on a parlé de tests fonctionnels. On met des entrées, on positionne des valeurs sur les entrées, puis on regarde si les valeurs de sortie sont celles attendues. Donc des choses très très classiques. On a également parlé de tests unitaires. On fait également du test unitaire en cybersécurité. On demande également de la couverture de code. Ça, c'est important pour éviter de laisser du code inutile qui peut être des failles de cybersécurité, ou s'il y en a pour des aspects de configuration de l'application, des choses comme ça, bah, il faut quand même le maîtriser. On a parlé également de tests de robustesse. Ça aussi, ça fait partie des démarches de safety, accompagné donc sur de la couverture du code également. Par test de robustesse, c'est essayer d'étendre un petit peu les tests précédents avec des valeurs un petit peu aux limites ou hors limites. Donc là, on est vraiment dans un tronc commun ou une démarche vraiment similaire entre la safety et la cyber. Et ensuite, on est allé sur les tests aléatoires. Donc là, on va un petit peu plus dans des aspects pur cyber. Les tests aléatoires ou first testing en termes anglo-saxons, c'est volontairement essayer de stresser le système avec des valeurs, alors aléatoires ou pseudo-aléatoires, qui ne sont pas les valeurs nominales du système pour essayer de voir son comportement. Le test de robustesse, d'ailleurs, peut être considéré ou vu comme un premier niveau de test aléatoire. Dans du vrai test aléatoire, on va beaucoup plus loin en termes de stress et de process, sachant que ce sont des tests comme tout le reste qui peuvent être très chronophages, donc il faut faire à bon escient et en fonction de ces objectifs sécurité qu'on a définis. Et enfin, ce qui est vraiment, je dirais, spécifique à la cybersécurité, c'est ce qu'on appelle les tests de pénétration ou le pen test. Donc là, c'est prendre le produit dans sa globalité avec éventuellement accès à tous ces dossiers de conception et de trouver des failles, soit sur les ports de communication, soit sur d'autres aspects. J'en parlerai un petit peu plus tard d'ailleurs dans cette présentation, ce à quoi il faut faire attention en termes de configuration. Et quand on fait du test fonctionnel, ben on peut commencer à faire un petit peu de rajouter du pentest dans le test fonctionnel. C'est ce que j'appelle moi du pentest de premier niveau. Donc en fait, rien de fondamentalement différent avec la safety, c'est juste l'application qui est orientée cyber. Mais il n'y a pas une révolution dans le domaine du test dynamique en cybersécurité par rapport à ce qu'on fait en safety. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail, en termes de sécurisation, quels sont dans un logiciel embarqué, une application embarquée, les points clés sur lesquels il faut travailler. Avant de rentrer dans le détail, juste un petit rappel de définition, parce que ça va guider là également la suite et expliquer certaines évolutions de la présentation. Définition entre la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité. Bon, en sûreté de fonctionnement, on regarde l'aptitude du système à remplir une ou plusieurs fonctions demandées par rapport à ce qu'il doit faire, avec un point important, et c'est une différence avec la cyber, généralement dans un environnement, dans un écosystème et des conditions qui sont données et qui sont généralement maîtrisées.
En sûreté de fonctionnement, on parle de FMDS, c'est-à-dire de notion de fiabilité, de maintenabilité, de disponibilité. On parle de sécurité ou de sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire l'iniquité, donc je dirais les les non-conséquences que peut avoir une défaillance. En cybersécurité, une des définitions, parce qu'il y en a plusieurs, mais une que j'aime bien, c'est la notion qu'un système est sûr du moment qu'il ne peut pas être accédé ou modifié par un agent non autorisé. Le mot-clé ou important, c'est non autorisé. Par agent, ça peut être un individu, ça peut être un logiciel qui se connecte à une autre application, dont toute action doit être validée. Et là aussi, on a un concept un petit peu similaire au FMDS, qui est CID en français ou CIA, si on prend là aussi les termes anglo-saxons, qui est la notion de confidentialité, ça c'est un terme important, d'intégrité et de disponibilité. Enfin, quand on fait ces deux analogies ou ces deux, qu'on compare les deux, on voit vraiment une première différence, je dirais, d'objectif entre la safety et la cybersécurité. Et donc, cela veut dire que dès qu'on doit développer une application mixte, c'est-à-dire qui est à la fois safety et qui doit répondre à des aspects cyber, on va avoir obligatoirement des objectifs qui vont différer et voire peut-être des exigences qui vont être en confrontation et qui vont s'opposer et qu'il va falloir quand même résoudre ou au moins à minima trouver des compromis. C'est ce qu'on verra au niveau des middleware ou de l'architecture notamment, qui peuvent être des solutions à ces oppositions. Si on refait un peu le point sur les standards, les référentiels, le fil conducteur de tous ces webinaires et qui reste encore présent, et on verra un petit peu plus tard, c'est la notion de risque, de conséquences et d'objectifs. C'est ce qui va guider toute la démarche, puisque lorsqu'on fait une application, généralement, on ne peut pas tout faire pour diverses raisons, des aspects économiques, des aspects de ressources, de consommation et d'autres contraintes. Donc, il va falloir faire des compromis et ces compromis, ils vont devoir être faits en fonction de ces analyses de risque, de ces conséquences et qu'on peut avoir sur le système. Comme vous le verrez, je vais émailler toute la présentation avec une approche qui est un des référentiels qui aujourd'hui commence à être voté, donc devenir normatif dans le monde automation industriel, qui est l'ISA Secure ou l'IEC 62443. Pourquoi j'ai fait ce choix? Pour une raison très simple, c'est que la 62443 couvre vraiment tous les levels, c'est-à-dire de l'organisationnel, la politique de cybersécurité de la société, jusqu'à la conception du device. Et pour tous ces niveaux, en fait, leurs documents sont à la fois un guideline de mise en œuvre, mais c'est surtout en face des tests et les preuves que vous devez fournir pour répondre à leur niveau d'exigence ou de niveau de sécurité. Et donc ça, c'est très intéressant parce que c'est très pragmatique. On ne vous laisse pas dans le flou. Vous avez des guidelines qui vous disent au niveau des tests notamment quoi faire. Et un des axes de la 62443, c'est comme un safety. Là aussi, on peut faire le parallèle, par exemple, avec la 61508. Ils travaillent avec des niveaux de sécurité, donc c'est les SL, on a la SIL en 61508, on a les SL en 62443, différents niveaux et c'est la même approche. En fonction du niveau de sécurité, on va devoir faire différentes activités, implémenter différentes choses. Et donc là, on est très guidé. Une autre notion très importante en cybersécurité, là, qui est transverse, je dirais, plus ou moins à tous les référentiels, c'est la notion d'auditabilité et qui en fait reprend quatre facteurs qui sont importants, qui peuvent devenir importants en termes de fonctions à implémenter. C'est la non-répudiation. La non-répudiation, ça veut dire en fait la capacité à prouver l'occurrence d'un événement hein, ou d'une action qui a été faite et surtout l'impossibilité d'effacer cette action. C'est ça la non-répudiation. La traçabilité, bon ça c'est un terme bien connu, c'est pouvoir tracer tout ce qui est arrivé et avoir le suivi complet. Une autre notion importante, parce que ça va jouer directement sur des fonctions qu'on va devoir implémenter, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est pouvoir prouver l'identité
d'une action ou d'un individu ou d'une entité qui a fait cette action-là. Et le dernier point, c'est l'imputabilité. C'est la notion de responsabilité. Voilà. Qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. Ça aussi, qui peut être très important ou qui devient très, très important. Ces points-là, on va les retrouver, je dirais, dans l'implémentation des fonctions de sécurité, où les fonctions de sécurité vont répondre à certaines de ces points-là, en fait. Ensuite, que faut-il sécuriser? Pour imaginer mon propos, je vais prendre un système de production dans une société. Donc, on va partir de l'IT jusqu'au device. La première étape, ça va être ce qu'on appelle définir les zones à risque. Ça, c'est les termes de la 443, qu'on peut résumer tout ça, ces actifs. Donc, quels sont les actifs que vous souhaitez protéger? Alors, si c'est juste un système que vous êtes en train de développer, donc grosso modo un hardware et du logiciel, ben, on va voir comment ça se traduit sur cet aspect logiciel. Mais quels sont mes actifs? Ensuite, quels sont les risques sur ces actifs-là? Dans le cas d'un réseau OT, c'est toutes les connexions réseau, c'est les interactions que je peux avoir directement avec les équipements, quels sont les individus qui peuvent accéder aux équipements, se loguer sur les équipements. Donc, définir tous les risques potentiels en termes d'attaque cyber que je vais avoir. Pour chaque niveau, pour chaque zone, on va définir en fonction de ces risques des conséquences, donc des objectifs de cybersécurité, donc des niveaux de sécurité que je veux avoir pour mes différentes zones. Et en fonction de ces objectifs, on va mettre en place des actions pour y résister. Si on traduit ça sur la partie logicielle, on peut faire le même principe de découpage. Donc j'ai ma fonction, j'ai mon logiciel. Je peux définir des zones. Généralement, et si on parle de cybersécurité, c'est que ces systèmes, et c'est l'évolution depuis ces dernières années, c'est la connectivité et l'interaction des systèmes avec l'extérieur. Donc, c'est toutes les connexions externes, communications externes que je vais avoir. C'est un des premiers points d'entrée d'attaque. Donc, c'est généralement une des premières choses dont il faut se prémunir et faire attention et analyser tous les risques que je peux avoir dessus. Un autre point clé, on y verra dans l'implémentation, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle le firmware, notamment pour une raison très simple, c'est que un des fils rouges aussi de cybersécurité, c'est pour qu'un système soit sûr, le seul moyen de garantir sa sécurité dans le temps, c'est de pouvoir le mettre à jour. Du moment qu'on ne peut plus le mettre à jour, ben, à un moment donné, ce système il va devenir faillible vis-à-vis à de nouveaux types d'attaques. Donc, il faut pouvoir le mettre à jour. Mais qui dit mettre à jour peut dire obligatoirement accéder, quelle que soit la manière, quel que soit le média, au système pour le mettre à jour. Donc, avoir une porte d'entrée. Avoir une démarche à la fois de mise à jour et de protection de ces mises à jour est quelque chose de très important dans la notion de cybersécurité. Donc, c'est là aussi une zone, un élément qu'il va falloir répertorier comme actif important et qu'il va falloir sécuriser. Bien entendu, un autre point très important, ou qui peut être très important, c'est un des rares éléments sur lesquels aujourd'hui la législation a statué avec la fameuse RGPD, ce sont les données. Quelles sont les données de mon système? Quelles sont leurs criticités, leur confidentialité? Quel rôle elles ont ensuite en termes d'intégrité pour la safety? Donc comment je dois me prémunir de toute corruption de ces données-là. Ça peut être plus ou moins important, plus ou moins critique en fonction de la nature du produit, bien entendu, mais c'est un des éléments à faire attention. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est relatif aux entrées-sorties plus, on va dire, métier de ce que traite généralement un système, que ce soit par des entrées analogiques, discrètes ou carrément à travers des bus de terrain. Là aussi, je vais avoir une démarche d'analyse de risque sur ces points-là. Est-ce que ça peut participer à des vecteurs d'attaque? Si oui, comment? Quels sont les risques? Et comment je vais m'en prémunir? Donc voilà un petit peu un schéma succinct, je dirais, non exhaustif, d'un découpage, d'une analyse sur un logiciel, d'un système embarqué en termes de risque. Il y en a un dernier qui, je tiens également à flaguer et à remonter, qui est important, qui aujourd'hui commence à devenir un petit peu dans la conscience de tous parce que les fabricants de composants mettent des protections à ce niveau-là.
c'est les ports de débugage en fait. Voilà. Beaucoup de systèmes aujourd'hui ont des ports de debug de type JTAG. Le JTAG est un point d'entrée de compromission. De plus en plus dans les nouveaux composants, ces ports de debug peuvent être protégés et avoir différents modes de fonctionnement suivant qu'on est en développement ou en exploitation. Dans tous les cas, cet accès-là est à tenir compte et doit faire partie de votre analyse de risque. Pour le protéger, ça peut être par exemple ne plus le câbler sur les cadres de production, mais quid des mises à jour par la suite. Quoi qu'il en soit, il faut que ça fasse partie de votre analyse de risque et que vous ayez une réponse, quelle qu'elle soit, en face de ce risque-là. Donc si on prend tous ces éléments, comment cela se traduit en termes d'implémentation et quelles vont être les fonctions associées à tout cela. Et donc c'est tout ce que moi je traduis en termes de middleware ou de protection dans l'équipement. Donc si je reprends les exigences de la 62443, la première étape, il se focalise sur le boot. Votre équipement, quand il démarre, il doit vérifier que le firmware, donc le logiciel qui va utiliser, il n'est pas compromis. Donc obligatoirement, il doit y avoir un moyen de vérification. C'est généralement des aspects, des principes de signature qui va permettre d'authentifier que ce firmware est un firmware valide et qui n'a pas été compromis. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, associé à cela, ce logiciel, il doit pouvoir évoluer. Donc, on doit mettre en place des procédures de mise à jour de son équipement. Cette fonction-là, qui est primordiale en cybersécurité, lorsqu'on fait de la safety, elle est vraiment en opposition dans le principe, même si dans un système safety, on doit faire des mises à jour, on doit permettre les mises à jour, mais elle est généralement en opposition totale avec la safety, où une fois qu'on a certifié, notamment en DO, en 26.26.2 en automobile ou en 61.508 un équipement, et vu les coûts de la certification, on évite au maximum de faire des modifications pour éviter à recertifier le système, donc à avoir des coûts importants. Alors que en cybersécurité, je dirais que c'est l'opposé. Il faudrait faire des mises à jour de manière régulière pour corriger de nouvelles menaces. Donc là, on a vraiment deux exigences complètement opposées et c'est un des points de compromis qu'il faut absolument trouver parce que tout dépend après si la safety est plus importante pour vous que la cybersécurité ou vice-versa. C'est une notion pour faire des compromis. Quoi qu'il en soit, il va falloir trouver une réponse à cela. La partie d'update et de sécurisation des mises à jour est quelque chose qui est intimement lié avec le boot, puisque si on fait une mise à jour, on va rebooter. Donc on va retrouver la notion de signature et d'authentification du firmware qu'on va vouloir mettre sur l'équipement, de communication sécurisée, de signature et ainsi de suite. Une troisième fonction qui va intervenir et qu'on va devoir éventuellement implémenter ou absolument implémenter dans son équipement, c'est la protection des données. Alors ça, c'est relatif effectivement à ce que vous allez traiter. Est-ce que vos données sont sensibles, confidentielles, non confidentielles? On fait le distinguo entre ce qu'on appelle les données dans l'équipement, at the rest, ou les données lorsqu'on les transmet, in motion. Et au-delà de la protection, alors par protection, généralement, c'est du chiffrement. On va crypter les données, hein, notamment quand on communique. Il y a la notion d'accès d'authentification. Qui peut accéder à mes données? Qui a le droit d'accéder à mes données? Voilà. Donc il y a ces deux aspects. Le fait de crypter la donnée, si elle arrive dans des mains qui ne sont pas autorisées, ben, au moins il ne pourra pas en faire grand-chose. Et donc du coup, qui peut accéder ou non à ce type de données? Par type d'accès, c'est pas nécessairement qu'un individu, ça peut être au niveau de votre logiciel. Quelle partie de code a droit d'accéder, de modifier telle donnée ou pas? Donc c'est à la fois de la cyber et de la safety, mais il y aura des éléments à mettre en place à ce niveau-là. Un autre point, c'est l'authentification. Je dirais même plus l'authentification mutuelle de l'équipement lorsqu'il doit se connecter à un autre équipement, ou bien entendu d'un opérateur qui doit se connecter à l'équipement pour diverses opérations, ne serait-ce que pour effectuer par exemple une mise à jour. Est-ce qu'il a le droit de faire
la mise à jour. Donc c'est la notion de mot de passe et on va voir jusqu'où on peut aller dans cette notion d'authentification et les contraintes qu'on peut avoir. Donc mot de passe jusqu'à la gestion de certificats par exemple. Ensuite, on a la communication. Je dirais c'est des premières choses que l'on fait généralement, c'est lorsqu'on communique, on crypte sa communication. Comme ça, même si quelqu'un espionne, eh bien, les données n'ont pas d'utilité pour cette personne-là. C'est ce qu'on fait généralement et c'est un premier niveau de protection qui est relativement simple à mettre en place et peu coûteux économiquement parlant ou en termes de ressources et qui déjà amène un premier niveau de sécurité. Ensuite, on va aller dans des choses un petit peu plus, je dirais, élevées. Et bien entendu, là, ça va dépendre à la fois de ces objectifs de cybersécurité, mais surtout des ressources qu'on va avoir à disposition sur ce système. On va commencer à parler de cyberprotection, c'est ni plus ni moins que des notions de firewall, de vérification, de monitoring, de blacklist, de whitelist, vérification des paquets qui passent sur les canaux de communication. Alors, quand on dit paquet et canaux de communication, généralement, on passe le réflexe Ethernet ou des choses ou TCP/IP, mais ça peut être des choses qui peuvent être faites sur des bus de terrain comme des bus CAN, des choses comme ça. On a ce même niveau d'idées, d'outils ou de fonctionnalités sur des bus de terrain qui apparaissent à travers différentes bibliothèques ou solutions. Donc c'est un niveau supérieur on devient plus dans de la cybersécurité active plutôt que passive. On commence à monitorer un petit peu le système de manière embarquée. Également, si on ne peut pas mettre ce type de protection en place, une autre idée qui vient un petit peu des militaires de la défense, c'est de dire si je ne peux pas me protéger, au moins est-ce que je peux essayer de mettre en place quelque chose qui me permet de détecter si je suis attaqué. Typiquement, est-ce que si j'ai un port ouvert, si je détecte que sur ce port-là, il y a souvent des tentatives de connexion dans par exemple des périodes où le système est plus ou moins inactif, donc il n'y aurait pas à avoir de connexion. Est-ce que ça peut me donner une idée que par exemple je suis sous une attaque ou que quelqu'un essaye de rentrer sur mon système qui n'est pas autorisé? Donc voilà, essayer de voir si on peut mettre en place des moyens de détection. Qui dit détection dit du log aussi. Faire du log de certaines activités de votre système pour éventuellement de temps en temps venir récupérer ces logs et en faire une analyse pour voir si le système a des comportements ou s'il y a des activités sur le système qui sont en dehors un petit peu de son monde nominal et normal pour avoir une idée d'attaque ou de tentative d'attaque potentielle. Et le dernier point, là, vraiment à très haut niveau en sécurité active, si votre système fait partie d'un réseau plus global, lui amener, lui embarquer des fonctionnalités, je dirais, de connectivité avec des outils spécifiques de traitement de la cybersécurité, des SIEM par exemple, qui gèrent les politiques de sécurité, notamment les firewalls, les blacklists, les whitelists et ainsi de suite. Donc, permettre une gestion, un monitoring directement sur l'équipement des politiques de cybersécurité qui auraient sur le réseau. Bien entendu, là, ça dépend vraiment des ressources qu'on va avoir dispo. On comprend très bien que si je développe une application avec un petit microchip PIC ou si j'utilise un Cortex A quelque chose avec un OS de type Linux ou autre, les fonctions actives de cybersécurité que je vais pouvoir embarquer ne vont pas être les mêmes. Donc si on résume un petit peu cette approche-là, on peut décomposer un petit peu ces fonctionnalités en deux grosses catégories. La première, c'est tout ce qui est relatif à l'intégrité du device lui-même. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, un point important, c'est la protection du firmware. Donc, savoir authentifier et valider son firmware, donc une signature. La deuxième, c'est la protection des données. Le degré de protection va dépendre de la sensibilité, comme j'ai déjà dit, et la criticité de vos données, soit dans l'équipement, soit lorsqu'elles sont en transit, donc en communication. Et le dernier point, si on peut le mettre, c'est faire de la détection ou de la prévention par de l'activité, enfin de la cybersécurité que j'appelle active cette fois-ci.
La question, c'est comment je peux mettre ça en musique dans mon développement. Là, il n'y a pas, je dirais, 36 possibilités en termes de réponses techniques. C'est ni plus ni moins que des fonctions qu'on va devoir rajouter dans son logiciel. Donc, des fonctions qui ne vont pas être liées à des exigences purement fonctionnelles pour réaliser la tâche que doit faire l'équipement, mais qui vont venir de vos exigences de cybersécurité suite à vos analyses de risque. Et donc, qui sont des exigences, on va dire, non fonctionnelles, même si on peut jouer sur les mots. Et donc, ça va être une réponse qui va être là associée soit à des blocs purement logiciels, alors soit que vous écrivez, soit que vous récupérez, soit des librairies commerciales que vous achetez et qui vont vous amener les fonctions dont vous avez la nécessité. Ça peut être également, et c'est pour ça que cette analyse est à faire à l'analyse de risque très tôt dans votre réflexion, amenée par les composants eux-mêmes. De plus en plus, les composants intègrent des fonctions de sécurité, vont avoir des zones mémoire protégées dans lesquelles on va pouvoir stocker par exemple une clé privée, un certificat, qui vont amener également par exemple des moteurs de chiffrement, de crypto. Donc les composants de plus en plus embarquent certaines fonctions de sécurité qui sont déjà le premier niveau nécessaire, pas suffisant, mais à minima nécessaire pour amener un premier niveau de sécurité. Et le reste, on va le rajouter par des briques logicielles que vous allez devoir ajouter à à votre équipement, à votre logiciel. Ce qui veut dire que toutes ces fonctions-là vont rajouter de la ressource, vont éventuellement vous demander à revoir l'architecture logicielle initiale que vous avez définie. Typiquement, mettre un micro-noyau si vous n'y avez pas l'utilité dès le départ. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, toute cette réflexion est à faire vraiment très en amont parce qu'elle va impacter à la fois l'implémentation logicielle et éventuellement le choix de votre composant, donc vos coûts. Et donc ça, il faut le voir le plus tôt possible. Et bien entendu, quand vous faites la sélection, quelle que soit son origine, d'une brique logicielle ou que vous décidez de la réécrire par vous-même, une des contraintes et des exigences, c'est d'essayer d'avoir la pointe la plus light possible, d'avoir une modularité et une portabilité maximum pour pouvoir recopier ça d'équipement en équipement et à chaque fois ne pas repartir un petit peu de zéro et de bâtir un petit peu votre propre expérience pour vous faciliter la conception des équipements suivants et de manière beaucoup plus rapide et optimisée. Le deuxième grand niveau qu'on va avoir, c'est ce qui était relatif à l'identité. Donc l'évolution un petit peu au niveau de l'identité d'un équipement et je dirais ce qu'on fait de manière assez logique, c'est ce qu'on appelle les identifiants statiques, typiquement un mot de passe. Ça, c'était le premier niveau qui peut commencer à suffire. Suivant les objectifs de sécurité, il peut être demandé ce qu'on appelle l'identification multifacteur. Typiquement, ça, c'est ce que vous avez aujourd'hui, que tout le monde connaît quand vous vous connectez à votre site de banque. Généralement, de suite, vous avez un petit SMS qui arrive sur votre téléphone pour prouver que c'est bien vous qui faites cet accès-là. C'est la même idée qu'on va retrouver ou voir demander dans les systèmes embarqués. Ensuite, si on a des identifiants, il va falloir les gérer. Donc, bon, dans l'IT, il y a différents process. Il n'y a qu'une seule problématique dans l'embarqué, c'est que souvent les équipements, ils ont mettre un identifiant, c'est bien sympathique, mais on n'a pas d'IHM. Donc, comment rentrer un mot de passe, comment venir gérer tout cela. Et c'est une des raisons qu'il y a eu, enfin qu'il y a toujours, mais qu'il y a quelques années, il y a eu la fameuse attaque à travers le virus Mirai qui a compromis pas mal de systèmes embarqués, notamment des caméras. Et l'autre contrainte d'un équipement embarqué, c'est que on peut avoir des milliers ou des millions d'équipements, un fabricant de capteurs de détection d'intrusion et qui déploie ça dans le monde entier. Comment venir gérer des identifiants, notamment s'ils sont statiques. Voilà. Alors, une des solutions, parce que ce n'est pas la solution, mais une des possibilités, une des solutions qui vient de l'IT, qui a été orientée pour faire mettre ça dans l'embarqué, ce sont les PKI, les Public Key Infrastructure. C'est la notion de certificat.
L'idée, c'est d'avoir, alors ça peut être vous faites ça, vous le gérez en interne ou vous gérez ça à travers un service que vous achetez chez des différents providers, c'est générer un certificat. Grosso modo, un certificat, c'est le passeport de votre équipement, c'est la carte d'identité de votre équipement. Et la première étape, c'est de venir stocker, c'est pour ça que la sélection des composants avec des zones de mémoire sécurisées est intéressant aujourd'hui, de venir stocker ce certificat dans le composant. Et à chaque action, que ce soit en interne éventuellement de votre système, de votre logiciel, de votre réseau, voire à plus forte raison quand vous communiquez avec des équipements de manière externe au réseau, mais vous allez utiliser ce certificat-là pour venir faire différentes actions. Donc, vous connectez à des serveurs, vous connectez à des services, à d'autres équipements. Et c'est là où c'est intéressant parce que le PKI vous permet de faire ce qu'on appelle une authentification mutuelle, c'est-à-dire que les deux équipements se questionnent et se vérifient pour être sûr qu'il n'y a pas un qui n'a pas le droit d'être là, en fait. Et l'autre point d'intérêt des PKI, c'est en termes de gestion. Ces certificats ont une durée de vie, donc vous pouvez les renouveler. Vous pouvez les utiliser pour en faire vos mises à jour de manière sécurisée. Et gros point fort, vous pouvez les révoquer. Si vous avez une gestion de vos rebuts, vous pouvez dire ben, telle série, tel lot n'est plus utilisé, donc je ne veux plus les accepter sur mon réseau. Et si à un moment donné ils reviennent, c'est qu'il y a une utilisation frauduleuse de l'équipement. Donc ça, c'est l'avantage des PKI. Le corollaire à cela, c'est que là aussi, c'est des ressources supplémentaires qu'il faut mettre en place et prévoir dans son équipement. Donc, c'est à gérer là également et à prévoir au plus tôt parce que ça va influer, comme tout à l'heure, sur la sélection de votre hard, sur l'architecture éventuellement de votre logiciel, et tout ce que vous devez mettre autour de tout cela. Mais quoi qu'il en soit, ces fonctions-là sont des fonctions qui sont nécessaires. Le degré d'implémentation dépend de la criticité du niveau de sécurité que vous souhaitez atteindre ou qu'on vous impose d'atteindre. Et bien entendu, derrière ça, qui dit rajout, dit des coûts qu'il faut anticiper. La sécurité a un prix. La vraie question et la vraie comparaison, c'est quel est le coût de la non-sécurité. Voilà, pour comparer avec le coût de la sécurité. En parallèle de ça, lorsqu'on a une application, et notamment dans les applications mixtes, ce que j'appelle mixtes moi, qui doivent coupler de la safety et de la sécurité, et notamment avec l'évolution des composants multicœurs, comment on peut jouer sur d'autres facteurs, notamment l'architecture de son logiciel pour se faciliter, je dirais, la mise en place de la sécurité. Donc c'est ce que moi j'appelle la sécurité par l'architecture. L'approche, elle est connue et en soi, en termes de concept très simple à appréhender, c'est cloisonner. Cloisonner pour mieux protéger. C'est quelque chose qui existe depuis des décennies dans la safety. On parle de partitionnement mémoire, on parle de partitionnement temporel, notamment les gens de l'avionique, ça c'est des choses qu'ils font tous les jours. Qu'on a également d'ores et déjà et que vous connaissez dans le monde, on va dire plus IT, bureautique, avec ou même en termes de développement, parce qu'en termes de déploiement et d'infrastructure, c'est très intéressant. C'est la notion de machine virtuelle. Et qu'on retrouve en cybersécurité et qui est même spécifié, si je reviens sur l'ISA Secure, la 62443, il y a une partie de la 62443 qui dit, alors qui n'impose pas obligatoirement, mais qui dit qu'on devrait faire du partitionnement et partitionner l'application en fonction des niveaux de sécurité que peut avoir votre système, parce que tout votre système peut ne pas être contraint et avoir le même niveau de sécurité comme un safety. Vous pouvez avoir des parties de code hyper critiques et des zones de code non critiques. Comment on définit ça? Comment on joue sur ça? Ben, le partitionnement est une des solutions. En cybersécurité, le concept aussi est relativement ancien. Ce qui est nouveau, c'est les composants qui ont évolué et on va voir ce que ça a entraîné de bien pour la sécurité.
Il y a deux gros concepts en cybersécurité. C'est la notion des MILS, le Multiple Independent Level of Security. C'est ni plus ni moins que la séparation et le contrôle de flot de données entre les domaines. Ça, c'est une des premières idées, une première idée directrice. La deuxième, qu'on connaît également un petit peu, c'est la notion de liste privilège. Je dis pourquoi on la connaît. La notion de liste privilège, c'est ni plus ni moins de dire que pour une action à réaliser, l'individu ou le logiciel qui doit réaliser ce travail, cette action, ne doit avoir uniquement les droits suffisants pour faire cette action-là, nécessaires et suffisants. Si on transforme ça sur quelque chose de plus connu ou d'utiliser plus couramment, c'est la notion d'espace utilisateur et super utilisateur dans un OS. Voilà. Si votre morceau de code peut travailler en mode user, eh bien, il n'a pas à avoir les droits root pour fonctionner. Voilà. On le laisse en mode user. C'est déjà un premier niveau de robustification, de sécurité et donc de réduction un petit peu du risque. Donc ça, ce sont les deux concepts un petit peu directeurs. Et si on prend ces deux idées, on arrive à ce qu'on appelle, donc list privilege et les mills, à ce qu'on appelle les séparateurs de noyaux. Et on va arriver sur un terme et qu'on va bien différencier, hyperviseur et séparateur de noyaux, qui est, comme vous le voyez, pas récent du tout, parce que cette idée-là, elle est née dans les années 80 par John Rusby, qui dit un séparateur de noyaux, et c'est l'évolution des composants qui a permis cela aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, de pouvoir vraiment les mettre en pratique. C'est la combinaison entre un aspect logiciel et des capacités matérielles pour pouvoir faire de la séparation, et le mot-clé dans la séparation, c'est de la séparation physique, en fait. Et bien entendu, aujourd'hui, si on arrive à ce niveau-là, et si on peut faire ça de manière beaucoup plus facile et vraiment avec une séparation physique, c'est que les composants ont évolué, et dans tous les composants, alors composants d'un certain niveau d'architecture, on est dans des composants plutôt multicœurs et high-end, c'est pas des PIC, c'est pas des petits Cortex-M, c'est la notion de virtualisation matérielle, donc de tout ce qui est VTX, VTD, et d'un nouveau privilège qui apparaît, qui est le VMM, le Virtual Machine Monitor, qui est le niveau de privilège auquel va travailler, dans lequel va travailler l'hyperviseur ou le séparateur de noyaux. Donc aujourd'hui, les machines virtuelles, les hyperviseurs, VMware, VirtualBox, et puis ceux des noyaux ou des OS temps réel industriels, et type WinRiver, PikeOS et Green Hills. Comme ça, j'ai fait le tour des grands et j'ai pas oublié grand monde, je pense, utilisent ces principes-là. Mais il y a vraiment une différence essentielle entre un hyperviseur qui soit purement logiciel, comme certaines versions de VMware par exemple, ou logiciel plus accès aux capacités matérielles de virtualisation des composants, c'est que vous avez vraiment la grosse différence, c'est qu'un hyperviseur ou un noyau avec une couche, ou un micro-noyau avec une couche d'hypervision, ont une chose en commun qui en sécurité n'est pas très bon, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas rendre cela sûr, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est qu'en fait, tous ces systèmes-là, toutes ces approches-là, dans l'hyperviseur, dans le noyau, c'est lui qui gère tout l'accès au matériel. Donc vos machines virtuelles, quand elles doivent accéder à du matériel, dans la majorité des cas, doivent faire des appels à des API système. Or, qui dit API système, dit des droits système. Donc, vous laissez dans ces approches-là une porte d'entrée avec des privilèges système, et donc un risque plus important que dans la deuxième approche qui est la séparation du noyau. L'autre corollaire à ça, c'est que du coup, votre noyau, généralement, il a le BSP, donc il est beaucoup plus important, et qui dit taille de code important, dit validation, certification, beaucoup plus difficile à réaliser, pas impossible, mais beaucoup plus difficile à réaliser, et du coup, généralement beaucoup plus
coûteux, voire beaucoup plus risqué et à minima beaucoup plus long. L'approche de séparation de noyaux, c'est d'éliminer cette couche entre guillemets BSP. L'idée d'un séparateur de noyaux, c'est ni plus ni moins, on le verra plus précisément sur la slide d'après, c'est de faire un mapping direct, donner une configuration statique entre la machine virtuelle et le hardware. C'est la machine virtuelle qui gère tout le reste en termes de driver en fait. Le séparateur de noyaux, entre guillemets, ne fait que ça et après ne sert pratiquement plus. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est un petit peu le principe. Donc, la première étape, c'est l'architecte logiciel. Il doit définir, il doit modéliser son système. Et il doit le modéliser correctement parce qu'une fois que c'est fait, on n'y revient plus dessus. Sauf si on refait une nouvelle conf et qu'on la retélécharge sur le système. Ensuite, on va dispatcher les ressources. Alors généralement, on travaille avec des composants plus multicœurs. Si on est un monocœur, la notion d'hyperviseur, cette fois-ci, est quand même toute son utilité est toute relative. Donc, on va définir l'utilisation des différents cœurs et l'architecture de son processeur. Ensuite, le séparateur, il va récupérer la configuration de l'architecte logiciel pour monter justement toute la configuration matérielle et il va utiliser les capacités de virtualisation matérielle du processeur pour monter les machines virtuelles, faire l'interconnexion et les canaux de communication entre ces machines virtuelles. Et ensuite, dessus, il va y avoir les invités, c'est-à-dire les OS, voilà, qui vont s'implémenter, s'installer, qui vont utiliser ce à quoi on a affecté comme ressources. Présenté différemment et peut-être de manière un petit peu plus explicite, ça donne ceci. Donc le séparateur de noyaux, il définit à travers le fichier de configuration de l'architecte ou la modélisation qui a été faite, les machines virtuelles. Il définit les permissions, les contrôles entre les processeurs ou les cœurs et les machines virtuelles. Il monte les connexions et les connecteurs entre les machines virtuelles et il fait l'affectation des entrées-sorties associées à chaque machine virtuelle. Le gros intérêt de cette approche-là, c'est que au niveau pour le séparateur de noyaux, que des fois on rappelle hyperviseur, mais après ça peut être collusion avec la notion plus classique d'hypervision, il est complètement agnostique de ce que vous allez mettre dans les machines virtuelles. Le séparateur de noyaux n'implémente pratiquement aucun driver. C'est tout ce que vous mettez dans la machine virtuelle, notamment l'IBSP, doit être présent. Du coup, dans la machine virtuelle, vous pouvez aller d'un gros OS standard type Windows, Linux, et j'en passe, à des OS temps réel commerciaux de type, je citais Greenis, VxWorks, QNX et j'en passe, à des micro-noyaux type FreeRTOS ou Emboss, MicroCOS2 ou carrément du bare metal. Vous codez en dur votre application. Et cette séparation, elle est physique et elle est surtout statique. Une fois que la configuration est donnée et téléchargée, il n'y a plus aucune API de présente dans le système pour reconfigurer dynamiquement le système. Si vous devez changer la configuration, rajouter une machine virtuelle, par exemple, vous devez redéfinir un fichier de conf, vous devez le retélécharger, donc c'est-à-dire que vous supprimez la conf précédente, vous l'érasez et vous réinstallez la suivante. C'est ce qui garantit la possibilité avec cette approche-là d'avoir d'ailleurs d'atteindre des doubles certifications, à la fois safety de type DO 178, 26.2, 61, 508 et également des qualifications, certifications de type cyber, par exemple les critères communs avec les fameux EAL. Voilà. Et typiquement, avec cette approche-là, on peut prétendre à arriver à de EAL 4, entre 4 et 5. Voilà. L'étape de sécurité, et si on va aller au-delà, généralement, puisque au-delà de ce niveau de sécurité, on parle de diodes électroniques, de choses comme ça, on commence à tutoyer avec cette approche. Mais l'étape suivante, c'est faire de la séparation, mais purement et complètement physique, c'est-à-dire que mes machines virtuelles, éventuellement, elles deviennent des cartes séparées. Je mets des canaux de communication entre ces cartes-là. Mais là, c'est un autre type d'architecture, c'est un autre niveau de sécurité qu'on veut atteindre. Et c'est un coût qu'il faut regarder. Je ne dis pas que l'une est plus chère que l'autre, ça va dépendre du nombre d'équipements que vous avez à produire, donc d'autres contraintes, mais c'est le dernier niveau d'architecture matérielle, cette fois-ci que j'appelle moi architecture matérielle,
pour découper son système et pour atteindre ses différents objectifs de sécurité. Voilà, comme j'avais dit, j'ai dépassé le temps, donc on va arriver à la conclusion. Donc, pour résumer un petit peu ces quatre séminaires, ces 4 webinaires, quels sont un petit peu les points communs et les différences entre la safety et la cyber? Ce qui est commun, c'est que dans tous les cas, le point d'entrée, c'est l'analyse de risque. Voilà. Comme j'ai fait le rappel tout à l'heure, FMDS et CID entre la safety et la cyber, qui sont similaires, qui reprennent quelques communalités. La grosse différence, c'est que dans un cas, on regarde plus l'aspect confidentialité des données, donc ça a des impacts par rapport à de la dispo ou de la maintenabilité ou de la fiabilité côté safety. Ce qui est vraiment commun, c'est que dans le cycle de développement, si vous avez un cycle de développement, même si vous ne faites pas de la safety, mais obligatoirement, si vous avez un minimum de structuration, vous avez des exigences, vous faites un minimum de traçabilité, vous faites du test, les degrés sont peut-être différents, mais à minima, vous essayez d'avoir un code qui est écrit toujours de la même manière, donc des règles de codage, vous avez votre plan de qualité, d'assurance qualité logicielle. On retrouve la même chose en cyber avec quelques points plus spécifiques, mais c'est la même démarche. Le PAQL, on y associe ce qu'on appelle le PAS, le plan d'assurance sécurité. Les différences essentielles, c'est que en safety, on se base sur du quantitatif, des taux d'erreur, des taux de défaillance. En cyber, c'est des probas. Quelle est la probabilité de risque? Donc, c'est un petit peu plus difficile des fois à estimer. On est sur plutôt de la sécurité bien personne en safety et des données. Alors, c'est pas si fermé que ça, c'est pas exhaustif, mais c'est un petit peu l'axe et les différences majeures. La notion d'auditabilité en cybersécurité, la non-répudiation des actions qui ont été faites, l'authenticité pardon, et l'imputabilité, c'est important. Et pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis en couleurs différentes, il y a 2 notions vraiment antinomiques en safety et en cyber, c'est statique en safety et dynamique en cyber. Vraiment, en cyber, votre logiciel, votre équipement, il doit pouvoir évoluer, sinon il n'est sûr. De toute façon, si je force un petit peu le trait sans vouloir être alarmiste, mais votre équipement, il n'est sûr qu'au moment où vous passez, je dirais, vous faites vos tests et votre qualification cyber. Dès le lendemain, il peut y avoir un nouveau vecteur d'attaque et ce que vous avez fait, malheureusement, ça ne le contre pas. D'où la nécessité de pouvoir faire une mise à jour pour rapidement contrer ce nouveau type d'attaque. Voilà. Et effectivement, les gens qui sont dans les implications mixtes, safety cyber, cette notion-là est en termes de compromis des fois difficile à trouver. Et ça induit ce qui est en dessous, c'est-à-dire l'aspect maintenance, hein, qui est approché différemment, mais qui est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte dès le départ en cybersécurité par cette notion de dynamique et de choses mouvantes en termes de cyber. Voilà. Et pour terminer, un dernier point, parce que là, on a fait sur ces 4 séminaires, on a très bien travaillé, on a un code vraiment très sûr, on a appliqué de bonnes règles de qualité logicielle, de sécurité. Aujourd'hui, on a mis tout ce qu'il fallait en termes d'archi et de fonctionnalité. Donc, on a un super binaire qui est bien propre et qui est très bien. Et puis, on va passer en phase de production. Voilà. Et là, il y a un point très important, c'est que quand vous passez en production, si vous sous-traitez ou pas d'ailleurs, là, ça peut être un point d'entrée de compromission. Donc, juste le petit commentaire, c'est pensez aussi à sécuriser votre production. Voilà. Parce que tout ce que vous avez fait en amont, malheureusement, ça peut être pas réduit à néant, mais presque, ou éventuellement réduit à néant si cette partie-là n'est pas sécurisée non plus. Voilà, j'en ai terminé. J'étais un peu long, veuillez m'en excuser. Et maintenant, je redonne la main à Amélie pour les questions. Merci à tous. Merci Frédéric. Du coup, au niveau des questions, j'en ai deux, trois. Peut-être que je vais, voilà, vous les Je vais poser répondre vite, et en comme ça, fonction. Voilà, tout on à les fait. fera toutes. Donc la première, y a-t-il une obligation d'utiliser des librairies middleware certifiées en cybersécurité? Alors, oui et non. Certifiées. Oui et non, tout simplement. Aujourd'hui, il n'y a pas, alors à part pour certains cœurs de métier ou si on est par exemple avec dans la défense, des choses comme ça, où il y a des exigences vraiment
très forte. Et là, on peut vous demander de prouver, de valider, notamment si par exemple, si je prends comme exemple un algorithme de crypto, de prouver que votre algorithme il est sûr, il est robuste. Donc, on peut éventuellement, dans certains cas, vous demander d'avoir des choses, on va dire, certifiées ou qualifiées. Si je ramène ça au niveau industriel, comme aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, même si certains cœurs de métier, si je reprends la 26-26-2 à l'automobile ou la DO 178, dans leurs normes safety d'ailleurs, ils commencent à intégrer des plans, des parties cyber. Je ne sais pas s'ils vont jusque-là, je ne les connais pas assez pour être tout à fait franc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de normes cyber. Donc, pour l'instant, non. On ne demande pas à qualifier les briques logicielles cyber que vous rajoutez. Néanmoins, je pense qu'effectivement, ça devrait arriver. Si je reprends notamment les séparateurs de noyaux, je sais qu'effectivement, certaines solutions, bon, la solution c'est de Link Software, et Link Software a été demandé, ils sont en train de regarder pour passer une qualification EAL, justement, en plus de la qualification safety type DO 518. Donc, c'est pas une obligation, mais ça pourrait arriver. Et ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux faire un audit un petit peu de ce que vous utilisez pour avoir un niveau de confiance, on va dire. Voilà. Donc, tout dépend où vous récupérez votre librairie. Voilà. D'accord, merci. Quelles sont les fonctions de sécurité à intégrer obligatoirement dans son produit? Euh, Là aussi, je dirais, ça va dépendre essentiellement des objectifs que vous vous posez ou qu'on vous impose. Objectif cyber, quel est le niveau de sécurité que vous souhaitez atteindre? Quel est le niveau de résilience de votre équipement que vous souhaitez avoir? Et en fonction de ça, vous allez voir quels sont les types de fonctions que vous allez devoir intégrer. Dans l'absolu, plus on en met, mieux c'est. Sauf que il y a des contraintes, je le disais tout à l'heure, il y a les ressources, il y a le coût de ce qu'on rajoute dans tous les sens du terme, coût économique, coût en charge processeur, donc en énergie. Et donc il y a des compromis, et ces compromis, les seuls moyens de les trouver et de faire vos choix, c'est cette analyse de risque et c'est ce niveau de sécurité. À minima, je dirais, si vous avez de la communication, sécurisez votre com. Un boot sécurisé pour vous prémunir d'une compromission du firmware. C'est quand même des choses qui sont à minima à faire, et d'autant plus facilement aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de nouveaux composants qui arrivent sur le marché, sans aller sur des composants, je dirais, importants, mais des Cortex-M, des choses comme ça, ou d'autres architectures de ce level A, embarquent ces premiers niveaux et briques dans les composants. Donc pourquoi s'en priver? Voilà. Mais encore une fois, vous faites un petit capteur de température, est-ce que vous avez le même niveau de sécurité à y mettre dedans que un calculateur de multimédia d'une voiture qui est connecté sur le CAN avec le réseau des ABS et tout ça. Donc, c'est votre analyse de risque, c'est vos objectifs qui vont vous guider. Alors, il y a plein d'autres questions qui arrivent, Frédéric. Moi, j'ai tout Du mon temps. coup, ou sinon après, voilà, on va peut-être en traiter Je encore répondrai par une ou email de toute façon. deux, et voilà, tout à fait. Pourquoi ne pas séparer les fonctionnalités aussi différentes entre deux processeurs ou deux corps, un pour l'embedded temps réel, l'autre pour la cyber, et l'accès du monde extérieur, et donc spécialiser les corps? Alors, c'est exactement l'approche, enfin la fin de ma présentation, avec la notion de séparation. L'idée derrière ça, un petit peu ce qu'on fait en safety aussi, hein, c'est de dire ce qui est critique, alors critique au sens safety ou au sens cyber, je l'isole. Par exemple, on va prendre le cas d'un calculateur, je parlais de la voiture, il y a un ABS, des choses comme ça. Je peux très bien dire la fonction critique safety, je l'isole dans un container, une VM, ce que vous voulez.
en termes de nom. Et si j'ai de la connexion, donc qui est plus sensible à la notion d'attaque cette fois-ci, je la mets dans un autre espace dissocié, physiquement séparé. Alors la notion de physique, ça peut être le séparateur, comme je disais tout à l'heure, en termes d'architecture, ça peut être éventuellement 2 cartes. Là encore, c'est le niveau de sécurité, vos objectifs de sécurité, plus les contraintes que vous avez sur votre équipement d'emplacement, d'intégration, de coûts, et ainsi de suite, qui vont guider ces choix-là. Mais l'idée, effectivement, elle est là. C'est effectivement de séparer les fonctions critiques, non critiques. Encore une fois, par critique, là, j'entends safety et cyber, les unes des autres, pour que si un compartiment est atteint, ben, il ne puisse pas se diffuser ou plus difficilement se diffuser dans les autres et donc ne pas avoir une compromission totale qu'on ne pourrait avoir avec une architecture, je dirais, monolithique, où tout est mixé, où là, ça peut devenir très difficile, justement, d'assurer les niveaux de sécurité. Donc oui, c'est l'idée de la réponse architecturale, de dire cloisonner pour me protéger, mais protéger safety, protéger cyber. Du coup, notre question, y a-t-il une obligation d'avoir un multicœur pour l'utilisation d'un SKH? Non, c'est la seule fonction un petit peu, on va dire, similaire à un OS qu'on retrouve dans un séparateur de noyaux, c'est un scheduler. Donc on peut partager entre 2 machines virtuelles le même cœur. Maintenant, si vous avez qu'un seul cœur, oui, on peut cloisonner, on fait des machines virtuelles, on va cloisonner. La notion d'utilité d'un hyperviseur est à étudier. Donc non, le multicœur n'est pas une obligation, mais très sincèrement, l'utilité, mettre un séparateur de noyaux sur un monocœur, c'est vraiment relatif. Voilà. Donc on est quand même plus dans des approches multicœur. Allez, une dernière question, Frédéric. Allez. Vous avez surtout parlé de la sécurité des applications, mais comment peut-on sécuriser un OS embarqué? Que faut-il prendre en compte? Ah, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte et c'était un petit peu d'ailleurs l'idée d'une de mes premières diapositives sur la partie architecture, c'est qu'un OS intègre beaucoup de choses. Donc, sécuriser un OS, oui, ça peut être fait. De plus en plus, on entend parler de fonctions sécurisées. Donc, dans les fonctions, il y a des systèmes de vérification, de protection, de s'assurer que, par exemple, si on demande tel appel, celui qui fait l'appel a le droit de faire cet appel-là, à ce moment-là, des choses comme ça. Mais, alors je ne suis pas spécialiste OS, hein, mais bon, dans mes contacts, mes relations, j'ai des gens qui sont dans ce domaine-là. Mais effectivement, c'est quelque chose de difficile parce que ben, vous avez une quantité de code et de fonctionnalités à valider, à séparer. Et donc, enfin, l'approche qui a été souvent faite, c'est que on a justement séparé la notion de noyau et d'hypervision dans ces approches-là, microkernel et un hyperviseur qui vous permet de séparer votre applicatif pour justement garder, je dirais, simplifier au maximum la qualification de la protection de l'OS. Mais dans une approche de ce type-là, oui, le point clé et la confiance qu'on doit avoir, c'est dans l'OS. Et sécuriser un OS, c'est tout à fait possible. Et certaines architectures OS utilisent notamment les mécanismes de virtualisation matérielle, comme les séparateurs de noyaux. Mais c'est tous les appels qui sont partagés qu'il faut maîtriser. Je pense très sincèrement que la tâche est quand même complexe. Elle n'est pas inatteignable, loin s'en faut. Il y a des gens qui font des OS sûrs en termes cyber,
et qui atteignent des niveaux de, je dirais, de sécurité EAL, par exemple, très convaincants et suffisants pour beaucoup d'applications. Mais je pense que le travail derrière est beaucoup plus, enfin, est beaucoup plus long, quoi. Après, si vous êtes concepteur, alors la personne qui a posé la question, si vous faites un noyau et que vous devez le sécuriser, si c'était le sens derrière de la réponse que vous souhaitez, quels sont ce que vous devez sécuriser, quels sont les points qu'il faut sécuriser. Là, je vous avoue que je ne suis pas assez expert pour vous diriger. Par contre, n'hésitez pas de revenir vers moi. Là, c'est une autre chose que j'ai appris de la cybersécurité. On ne peut pas tout savoir. Alors, je ne sais pas tout. Par contre, comme je disais, dans mes contacts, dans mes relations, je connais des gens qui sont dans les noyaux et donc vous mettre en contact ou vous donner des guidelines sans aucun souci. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Il reste quelques questions, mais comme vous l'indiquiez, on y répondra de manière personnelle au travers d'email. Donc également pour rappel, d'ici quelques jours, j'enverrai la présentation de Frédéric avec le lien de la vidéo du webinaire auquel vous venez d'assister. Donc j'espère que celle-ci, cette session vous aura plu et n'hésitez pas du coup à revenir vers Frédéric au Voilà, besoin. voilà, j'ai mis la dernière diapo. Vous avez mon email fmaraval@visite.fr. Voilà, si vous souhaitez qu'on reprenne contact, faites-moi un petit mot et je vous rappelle. Enfin, on se recontactera pour échanger de manière plus complète si vous avez des questions ou des détails que vous n'avez pas vus ou que vous souhaitez que je vous complémente là-dessus. Avec grand plaisir. Merci à tous et bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.